On parlera notamment des retours de Danti, Movaca et Jaminet, mais aussi la titularisation d'Aldeguerri. Aujourd'hui, je suis en compagnie de 2 journalistes du Midi Olympique. Bonjour Simon. Salut Manon, salut à tous. Et Pierre-Laurent Gou. Bonjour Pierre-Laurent. Salut Manon, salut Simon. On attaque de suite avec la composition du 15 de France. Donc si beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, je vais quand même vous la rappeler. Donc en première ligne, on aura une première ligne toulousaine avec Cyril Baille, Julien Marchand et Dorian Aldeguerri. Deuxième ligne flamand Willem C. En troisième ligne François Cros qui remplace donc Anthony Gelonche. Aldrit et Olivon. La charnière ne bouge pas, Dupont et Ntamak. Aux ailes, Dumortier et Penaud. Danti et Ficou formeront la paire de centre, donc vous l'aurez remarqué avec le retour de Jonathan Danti. Et à l'arrière, ce sera Thomas Ramos. Pierre-Laurent, est-ce qu'on peut commencer tout de suite par la titularisation de Jonathan Danti? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'était attendu par le Midi Olympique. Pour le coup, on l'espérait même dès France-Écosse. Je crois que, comme a titré son papier Arnaud Bordelais, notre confrère, c'est logique. Logique pourquoi? Parce que Jonathan Danti a retrouvé la grande forme. Il a été plutôt très bon et a fait 80 minutes à Pau en top 14 le week-end dernier. C'est aussi une sorte d'assurance Tourix avec Gaël Ficou au centre. C'est une paire qui marche, un duo qui marche, qui est invaincu en 2022. Même si, bon, l'équipe de France aussi était invaincue. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça marchait vraiment. Et pour reprendre les propos j'allais dire Bernard Laporte, de Fabien Galtier, pardon, lapsus, Jonathan Danti fait partie des joueurs premium, voilà, des joueurs titulaires qui sont censés jouer la prochaine Coupe du Monde en France. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le 15 de France. Je ne sais pas ce qu'en pense Simon, mais voilà, moi là pour le coup, j'abonde dans le sens de Fabien Galtier. Oui, bah, moi j'abonde dans ton sens, Pierrot. Voilà, non, c'est sûr que c'est une excellente nouvelle. Voilà, c'est un cadre, c'est quelqu'un qui a apporté énormément de confiance, qui a aussi vraiment apporté des garanties quant à son état de forme par rapport à ses prestations en top 14. Tu en as parlé, Pierre-Laurent. Et puis il y a aussi, c'est aussi un choix tactique qui est important par rapport à l'adversaire, parce qu'on sait que l'équipe d'Angleterre s'est découvert un nouveau premier centre en la personne d'Oli Lorenz, dont on parlera tout à l'heure, oui. Mais qui est un centre, vraiment, c'est une réplique du puissant Manu Tuilagi, c'est vraiment un sacré déménageur, et il faudra lui opposer la puissance de Jonathan Danti, ne sera pas trop pour contenir les assauts du centre anglais. Donc voilà, puis en plus ils se connaissent bien avec Gaël Ficou, donc on a une paire de centres vraiment complémentaires. Et puis aussi il y a une petite logique sportive, parce que ça faisait quand même 3 matchs qu'on disait que Yoram Moefana n'était pas exceptionnel. Bon, alors après, on peut lui aussi dire que les avants français ont été moins dominateurs, que la charnière grinçait un peu. Donc, c'est pas entièrement de la faute de Yoram Moefana. Bon, toujours est-il qu'il faisait des prestations plutôt neutres. Donc, puis c'est bien aussi, au nom de la concurrence, de relancer un joueur comme Jonathan Danti, quoi. Oui, ce que dit Simon est tout à fait juste. Et c'est très bien que Fabien Galtier, voilà, il a mis des éléments de langage. Il a dit que Johan Moefana avait été très bon, mais c'est vrai que c'est une sorte, voilà, je vais peut-être pas utiliser le mot de sanction, mais voilà, c'est que la concurrence ou l'émulation joue. Moefana, voilà, nous journalistes, on l'avait trouvé un peu moins bien face à l'Écosse. Jonathan Danti, le titulaire, lui est plutôt bon, et voilà, je trouve ça pas mal. En plus, il va pas complètement au congélateur. Moefana, il trouve place sur le banc avec le retour. On en parlera après. Je vais pas, pardon. Tu as un conducteur. Je vais pas tout bousiller, mais c'est voilà. Il prend quand même place sur le banc des remplaçants. Oui. Ouais, alors on a presque oublié de le dire, mais pour rappel, Jonathan Danti revient de blessure puisqu'il était touché au genou. Je crois que c'était face à Perpignan en top 14. Il a décidé de ne pas se faire opérer, donc ce qui explique aussi son retour ce week-end. Et en conférence de presse ce midi, les journalistes ont demandé à Fabien Galtier comment il sentait le centre rochelais. On écoute sa réponse. Dans sa vision, quand on est parti en Australie, on a enchaîné les 2 premiers tests. Il joue au centre associé à Arthur Vincent. Le 3e test, évidemment, on venait de gagner à Melbourne. Il était prévu de le remettre sur le terrain. Et lui, il venait me voir très tôt. Il m'a dit je peux pas. Je suis pas en capacité d'enchaîner un 3e test. Et c'est pas la première fois qu'il nous avertit sur son état. Il se connaît bien. Nous le suivons.
Mais il y a une dimension psychologique et surtout la confiance qui existe entre nous et eux. On fait un groupe, un seul groupe, et on avance ensemble. Et donc toute la semaine, lundi, je lui demandais comment ça va. Je suis prêt. Mardi, je lui dis comment ça va. Alors il a eu une angine en début de semaine, donc je suis prêt. Et hier, je lui ai redemandé, il a confirmé. Et ce matin, je l'ai croisé, et c'était le hasard, juste avant de venir à votre rencontre. Il m'a dit, dis-leur que je suis chaud. Donc voilà, il est chaud. Voilà, donc il semblerait que tout aille pour le mieux pour Jonathan Danty. Il a l'air en forme. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. J'ai oublié de vous le préciser. Pierre-Laurent, je crois que tu voulais rebondir sur le cas. Oui, Fabien Galtier romance un peu la semaine. C'est bien parce qu'il a quand même caché un peu. Il a caché un peu ses velléités de titulariser Jonathan Danty parce que au fameux entraînement à haute intensité hebdomadaire ouvert à la presse entièrement, Jonathan Danty était avec les remplaçants et tout avait été caché parce que nous, pour le raconter aux gens qui nous regardent, on avait demandé en début de semaine Jonathan Danty en interview, on nous avait dit qu'il ne souhaitait pas parler, tout ça, ce qu'on avait pressenti, on espérait aussi qu'il soit titulaire. Et puis pour raconter un peu les coulisses, on a tous travaillé. Et puis hier soir, pendant que l'équipe de France allait au Moulin Rouge passer sa soirée célèbre établissement parisien, on a su que Jonathan Danty était titulaire. Et donc on a pu préparer nos articles et le révéler sur Rugbyrama. Donc voilà, c'était un peu prémédité, mais voilà, c'est une nouvelle stratégie du staff qui est un peu, je ne sais pas si on en parlera, mais qui a un peu caché quand même ses plans toute cette semaine, notamment à la presse. Ouais. Et il y a un autre choix fort, je vois que ça commence déjà à réagir dans le chat. Doudou Titu, donc je suppose qu'on parle de Dorian. Doudou, bien sûr, Dorian Aldeguerri, oui, sûr. Donc pour rappel, c'est suite aux suspensions d'Aouas et Antonio qu'il a fallu faire un choix au poste de pilier droit. Donc, plutôt logiquement pour nous, on ne savait pas trop, Falatea était quand même pressenti au poste de pilier droit. Laclaya également, qui joue à Oyonnax en Pro D2. Mais le choix s'est finalement porté sur un troisième joueur. Et ensuite, il y a Dorian qui a déjà été sélectionné, qui a des sélections, et qui joue au Stade Toulousain, dans ce grand club qui aujourd'hui domine le rugby français depuis maintenant quelques années, et qui est en train de devenir numéro 1 à son poste, puisqu'il enchaîne quasiment tous les matchs avec le Stade Toulousain. Et donc la réflexion, c'était ces trois profils. C'était aussi les connexions entre les joueurs. Donc le faire débuter, c'était l'associer à Julien et à Cyril. C'est quasiment des enfants qui ont fait connaissance sous le maillot du Stade Toulousain et qui ont grandi ensemble et qui grandissent ensemble. Donc il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Et puis il y a aussi le niveau qu'a atteint Dorian depuis le début de saison en club. Et ça nous apporte des garanties. Donc on a préféré commencer avec ce 5 de devant et Dorian à droite, en pensant que quand il faudra, Sipili Falatea nous apportera dans le coaching toute l'énergie nécessaire pour finir le match. Voici les arguments de Fabien Galtier. J'avais une question pour vous. Finalement, est-ce qu'on s'y attendait ? Aldeguerri, c'est une vraie surprise. Je vais laisser Simon peut-être commencer. Non, oui, bien sûr, ouais, c'est une vraie surprise. Encore une fois, Fabien Galtier a fait passer un joueur qui était hors groupe dans la hiérarchie. Alors, c'est à n'y plus rien comprendre, parce que le pauvre Sipili Falatea, on ne sait pas, on se demande, on imagine bien qu'il doit se poser des tas de questions, mais bon, il y a aussi une logique sportive. Cette fois-ci, donc Sipili Falatea s'était fait doubler par Mohamed Aouas. Cette fois-ci, il se fait doubler par Dorian Aldeguerri. Alors après, c'est vrai que... Et de base, il s'était fait doubler par Winnie Antonio. Voilà, en plus, donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Le pauvre Sipili Falatea, il voit passer les trains et il ne les prend pas.
Bon, toujours est-il qu'il est sur la feuille, mais c'est vrai que, comme l'a justifié Fabien Galtier, c'est vrai qu'il a raison sur une chose, c'est que Dorian Aldeguerri fait une très bonne saison avec le Stade Toulousain. Il a doublé Charlie Fomouina, qui était quand même le titulaire indiscutable de ces 2 dernières années. Il se déplace mieux, on sait que c'est un pilier traditionnel, un excellent pilier de mêlée. Je rappelle aussi en face que le choix peut aussi se justifier par rapport à l'adversité, parce que en face on aura Ellis Genge, qui est clairement l'un des meilleurs piliers d'Angleterre, voire du monde à l'heure actuelle, et on a Kyle Sinclair aussi. Enfin bref, la première ligne anglaise est vraiment redoutable. Donc il fallait un solide pilier de mêlée, et comme disait Fabien Galtier, peut-être que ce lien qu'ils ont, ces 3 gamins toulousains qui ont grandi ensemble, peut-être que dans le feu de la bataille face à une équipe d'Angleterre qui réalise quand même un mauvais début de tournoi et qui aura les crocs, peut-être que dans le feu de la bataille, ces 3 copains arriveront à chercher à trouver des ressources qui n'auraient peut-être qu'un Sipili Falatea qui n'a pas ce lien avec les 2 autres n'aurait peut-être pas pu trouver. Et voilà, moi je trouve que ça se justifie. Les 2 éléments que dit Simon sont importants. Le premier sur le profil de Aldeguerri, qui, c'est vrai, amène des garanties et sûrement supérieures à Falatea en mêlée fermée. Sa titularisation vient couronner en fait ses progrès dans le déplacement, parce que c'est vrai que voilà, Simon l'avait dit avec des mots très polissés, tout ça, mais voilà, c'est un pilier traditionnel, voilà, mais donc, qui a su, voilà, notamment cette année, c'est vrai que ses progrès dans le déplacement à Toulouse sont importants et impressionnants. Et après, voilà, Simon le disait, et je crois que Jérémy nous l'avait dit aussi en conférence de rédaction, parce qu'il faut savoir voilà, que Cyril Ball, Julien Marchand et Dorian Aldeguerri, dans la vie de tous les jours, au Stade Toulousain, a priori, ils sont très très proches, sont vraiment des potes. Et c'est vrai que dans l'adversité, à Twickenham, en terrain hostile, face au pays anglais que nous a présenté Simon, le fait d'être pote, ça va jouer. On reste un sport de combat quand même. Et puis pour en revenir un peu au profil de finisseur, c'est intéressant cette question, parce qu'il y a vraiment ou deux remplaçants, parce que allez, je vais pas faire plaisir à Fabien Galtier. Il y a quand même des joueurs qui apportent plus sur les 20 ou 30 dernières minutes. Alors après, on n'enferme pas les gens dans des cases. Moi, j'avais déjà dit ici une fois que Winnie Antonio avait réussi à changer de case, parce qu'on se souvient qu'il avait été longtemps étiqueté comme impact player et qu'il avait finalement réussi à sortir de cette case. Mais un joueur comme Dorian Aldeguerri, il apportera plus s'il est titulaire et qui joue 50 minutes, parce qu'il a tout simplement pas les qualités d'explosivité de Sipili Falatea. Voilà. Donc il y a des joueurs comme ça qui apporteront davantage en fin de rencontre, quand les défenses seront plus fatiguées. Et un Sipili Falatea qui a un meilleur manieur de ballon, qui est certainement peut-être un peu moins fort en mêlée fermée, mais qui est beaucoup plus explosif, il fera beaucoup plus de mal à la défense adverse. Alors qu'un joueur comme Dorian Aldeguerri, il doit commencer, à mon sens, comme d'autres joueurs de ce profil-là, il doit commencer le match, tenir les mêlées, abattre du travail dans les rucks, dans l'épreuve du jeu au sol, et donner le maximum. Mais ensuite, on le remplacera à la 45e, 50e minute, et ça ira très bien. Mais si on avait fait l'inverse, Dorian Aldeguerri, je pense, apporterait moins en fin de rencontre qu'un Sipili Falatea. Et après, si Simon n'aime pas enfermer dans les cases les joueurs, pour le coup, Fabien Galtier, lui, le fait. Non mais à juste titre. Non mais après on peut. Non, voilà, moi aussi je suis comme Simon. Je déteste l'expression qu'il utilise pour parler des remplaçants, mais que ce soit Falatea, mais on peut parler de Romain Taofifénois, on peut parler de Sekou Makalou, on peut parler de Maxime Loukou qui voilà. Movaca, attention parce que voilà, il avait renversé la hiérarchie. Voilà, à l'automne 2021, c'est lui qui est titulaire. Alors il avait profité de la blessure de Julien Marchand, mais il était titulaire face au Real. Il profite quand même d'une blessure. Oui, mais on avait fait plein de papiers. Là, il avait vraiment pris une dimension. Enfin, il a toujours la dimension pour être. Oui, mais au final, il se retrouve et puis même à Toulouse. Alors même si cette année Julien Marchand a repris le leadership, j'ai l'impression sur le temps de jeu et sur les débuts du match. Mais il y a un vrai match. Movaca, c'est pour ça que j'ai fait exprès de pas le citer, parce que comme Winnie Antonio, je pense que Movaca lui ne se satisfait pas, comme les autres peut-être, mais arrive à démontrer qu'il veut pas être enfermé dans une case de remplaçant. Mais justement, j'allais en parler. Je sais pas si vous avez des échos de ce qui se passe en coulisses, mais en fait, la place de Falatea, elle est hyper frustrante. Et je me demande si ce genre de joueur, à terme,
Ils peuvent pas être. On peut dire que ce soir, il y a pas mal de Kleenex dans sa chambre. Oui. Non, mais sans plaisanter. honnêtement, Non, mais c'est- humainement, Simon doivent en a, pleurer, ouais. Simon en a dit quelques mots au début de son intervention Ouais, sur les c'est piliers. dur. Et c'est vrai, il faut, quand on se place maintenant, on comprend, et moi aussi je valide le choix de Fabien Galtier Ouais. sur le fait qu'Aldeguerri soit titulaire et Ouais. lui passe devant. Mais après, quand on se met à la place du joueur, voilà, qui en début de tournoi se dit bon, ok, je suis derrière Winnie Antonio, je suis sa doublure. Antonio n'est plus là. C'est Mohamed Aouas qui était en tribune, qui était Ouais. même pas dans les 23, Ouais. qui lui passe devant. Bon, ok, d'accord. Aouas commet une faute stupide. Donc Falatea joue 70 minutes, donc quasiment un match. Comme, Il fait un bon match. Et en plus, il fait un bon match. Il fait plutôt un bon match. Voilà, il fait plutôt un bon match. Et là, parce que c'est peut-être Twickenham, c'est l'Angleterre, tout ça, on lui donne pas sa chance en tant que titulaire. Et il voit passer un gars qui était même pas dans les 42, qui arrive, qui a appelé, salut. Voilà, donc c'est vrai que humainement pour lui, ça doit être dur. Ouais. Alors, pour aller oui, alors c'est tout ça, c'est vrai. Mais pour aller dans l'autre sens, bon, bah, c'est vrai qu'il y a toujours cette question des joueurs qui restent un peu sur le carreau. Après, il faut aussi positiver les choses. Je veux dire, Sipili Falatea, il est tout nouveau en équipe de France. Pour l'instant, il est dans le groupe, il a la chance d'y être. Il y en a plein qui restent à la maison et je pense qu'ils pourraient mériter aussi leur place. Je pense à peut-être un Wilfried Oungpatin, à Castres ou à d'autres. Bon, il faut quand même positiver la chose, mais c'est vrai qu'il se fait doubler par plein de mecs, mais il est dans le bon wagon. On va dire qu'il peut se rassurer là-dessus. Il est dans le bon wagon, il est satisfaisant. Après, quid de son avenir quand Antonio reviendra et voilà, quand Mohamed Aouas sera plus suspendu, je sais pas. Mais c'est Demba vrai que- Bamba sorti du congèle. Voilà. Et la Claria testé. Parce que la Claria aussi, pour le coup, il fait. Oui, mais Lui justement. gagne des miles en TGV entre Oyonnax et Paris, mais à part ça. Ouais. Et que- Non, oui. Il y en a certains Justement, qui ils ont en fait exploser parlent leur dans le compteur chat. de miles là, ces dernières semaines, c'est assez impressionnant. La Claya est un pilier d'entraînement, toujours là, jamais sur la feuille. Oui, alors après, ça se comprend. Ouais, alors, non, il y a mais plein là- de joueurs d'entraînement là pour le coup avec Là, ouais, cette avec nouvelle Fabien politique Galtier, enfin ouais. cette politique des 42 joueurs qu'on convoque, ensuite on en libère 16 ou 14, voilà, bref. Là pour le coup, je serais curieux, d'ailleurs on n'a pas fait encore le calcul, mais il y a des joueurs qui font voilà, qui passent systématiquement leur début de semaine à Marcoussis et qui reviennent, qui espèrent, qui s'entraînent dur et qui espèrent et qui sont relâchés en club. À Montpellier, il y a eu Alexandre Béconnier, il y a eu Bastien Chalureau. Ah, puis, non, c'est pas sûr. la Il y en a plein, la Claya, je veux dire. Simon, il joue à Oyonnax en Pro D2. Oui. Certes, Oyonnax et caracole en tête du Pro D2, mais passer de, excusez-moi, ils vont m'excuser, mais d'Aurillac, Vannes ou Colomiers à Bien sûr. Twickenham et l'Angleterre, Ouais, bien sûr. la marche est trop haute Oui, là. oui. Il y a un énorme step, et d'ailleurs j'espère qu'on pourra le tester dans d'autres conditions que pour un match aussi important que Oui, que que l'Angleterre. l'Angleterre. Et franchement, je lui souhaite pas de tomber sur Alice Genge. Nous non plus. Voilà, non, vraiment, donc là ça se justifie. On a beaucoup parlé des remplaçants et de Falatea. Et justement, on va en parler encore, puisqu'il y a une petite nouveauté, si on peut dire ça comme ça. Fabien Galtier avait l'habitude d'un 6-2 sur le banc. Cette fois, ce sera un 5-3. On n'en a pas l'habitude, ça fait quand même très avait longtemps qu'on perdu ne l'a pas vu. l'habitude, ouais. Oui, on a perdu l'habitude avec Fabien Galtier. Finalement, ce sera le cas. Pourquoi ce choix ? Ah, parce que j'ai envie de dire que Fabien, il est midi olympique et il a compris en fait qu'on dit des bêtises. Non, mais nous, on ne comprenait pas trop le choix, où on était critique sur le choix de 6 avant et de 3 quarts. Partant du principe, qui pour l'instant ça se vérifie, qu'en plus, Antoine Dupont joue 80 minutes. Donc le 6-2 était, j'avais transformé ça, le 6-2 était en fait un 6-1 parce que ce soit c'est Nolan vrai. Le Garec, que ce soit Baptiste Couillou. Baptiste Couillou et là peut-être Maxime Noukou, il rentrait pas. Donc, et je le comprends, hein, Antoine Dupont est le meilleur joueur. En plus, quand les matchs sont serrés, on a vraiment besoin. C'est un de nos rares joueurs frissons, pour reprendre une expression à la mode à la rédaction. Et il faut l'utiliser. Là, c'est parce que Jalibert couvrait tous les postes. Et là, en fait, avec sur le banc Melvin Jaminet qui peut suppléer Thomas Ramos Oui. à l'arrière et Thomas Ramos peut glisser à l'ouverture et c'est mieux qu'une doublure. Parce qu'on le voit avec le Stade Toulousain où quand des fois il joue à demi d'ouverture, il est aussi bon que Romain Tamac, dans un profil différent mais aussi bon. Et Moefana, là on va dire du bien de lui, qui a été en retrait en tant que titulaire, mais il couvre 3/4 centre et ailier. Ouais. Donc du coup là, enfin, Il y a une vraie cohérence. Voilà, on arrive à avoir plusieurs cordes à notre arc
en fonction du scénario du match. Alors qu'on était un peu bloqué avec ce pauvre Jalibert qui a énormément de talent, mais il n'y avait que lui qui pouvait rentrer pour suppléer. Choix tactique, blessure chez les trois quarts. Et en plus, on le faisait rentrer à l'arrière. Et puis il a été décevant. C'est pas son poste, mais... Un Mathieu Jalibert, si tu veux vraiment qu'il change la tournure du match, il faut le faire rentrer à un poste où il y a beaucoup de responsabilités. En l'occurrence, le poste de numéro 10. Moi, je trouvais ça un petit peu dommage qu'il soit... Et en plus... Bon, je pense qu'il a assez témoigné de sa faible motivation à jouer, de sa faible envie de jouer à ce poste-là. Donc, c'est pour ça que j'aurais préféré le voir évoluer davantage à l'ouverture. Ouais. Et il y a d'autres remplaçants dont on n'a pas encore parlé ou pas vraiment. C'est donc, on a dit Melvin Jaminet, Movaka et il m'en manque un troisième. Maxime Lucu, voilà. Bon, Pierlot, tu as déjà expliqué un petit peu ce que ça pouvait changer. C'est un peu la doublure officielle d'Antoine Dupont en équipe de France. C'est quelqu'un donc il faut louer en fait le sens qu'il a de l'équipe. Parce que c'est quand même un des leaders de l'UBB. Il pourrait prétendre à un poste de titulaire en équipe de France. On sait que ce poste de numéro 9, c'est souvent des joueurs avec un très très fort ego, des très très grands compétiteurs. Et Maxime Lucu arrive à mettre son ambition personnelle de côté et joue parfaitement son rôle, se contente de miettes, toujours avec le sourire. On l'a vu mercredi quand Mathieu Jalibert, je confondais avec l'ancien, pardon, kiné, excusez-moi lapsus. Quand Mathieu Jalibert se blesse à la cheville, c'est un des premiers à venir réconforter son partenaire. Donc il joue parfaitement ce rôle de doublure et quand il doit rentrer, il est plutôt performant. Ouais. Et je voulais mettre un petit mot de François, avant qu'on glisse, de François Cross quand même, qui est un joueur premium en fait, qui fait son retour un peu naturellement, parce qu'en troisième ligne il y a 4 joueurs premium en fait dans l'esprit de Fabien Galtier, Jelonge blessé, Charles Olivon, Grégory Aldrit et François Cross, donc on est suffisamment riche pour à ce poste-là, avoir fait glisser Cameron Wauquiez en deuxième ligne, ne pas utiliser Thibaut Flamand qui peut jouer aussi troisième ligne à ce poste, et donc on a 4 joueurs premium, et donc naturellement en fait on retrouve quelqu'un qui plaque beaucoup, qui sait encore gratter les ballons malgré les nouvelles règles et le nouvel arbitrage de ces phases-là, donc c'est quelqu'un qui revient très très bien. Attention, il n'y a pas de nouvelles règles. Il y a des interprétations, voilà, des nouvelles directives, mais il n'y a pas de nouvelles règles. C'est une erreur qu'on lit un peu partout. Mais oui, pour compléter sur François Cross, il fait un retour de blessure assez vraiment réussi avec le Stade Toulousain. On l'a vu très performant toutes ces dernières semaines. Cette titularisation, elle est totalement il a pris le temps de revenir justifiée. Puis surtout, c'est bon d'avoir un joueur comme ça sur le terrain, un mec qui est absolument performant dans tous les secteurs. C'est une option supplémentaire en touche. C'est comme disait Pierre-Laurent, c'est un mec qui va être capable de gratter s'il faut y aller, de porter le ballon, de se proposer, d'aller même jouer dans les couloirs et tout ça. C'est vraiment un joueur extrêmement complet. Donc une très bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France qui ne devrait pas trop souffrir de l'absence d'Anthony Jelonche avec la qualité de François Cross. Mais bon, on croise les doigts pour que plus personne ne se blesse, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Là. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de Melvin Jaminet, qui quand même fait son retour, ce sera sa première feuille de match. Enfin, sa première feuille de match depuis le début du tournoi. Ouais, c'est vrai que lui, il a vécu un début de tournoi extrêmement frustrant. Victime, comme on le disait tout à l'heure, de la polyvalence. La polyvalence subie de Mathieu Jalibert et puis la domination, l'emprise de Thomas Ramos sur le poste de numéro 15, Thomas Ramos qui a signé des matchs contrastés, des grands moments, des moments un peu moins heureux, mais je pense que Melvin Jaminet, à mon avis, il va saisir la moindre opportunité pour signifier qu'il n'est pas là pour être hors groupe. Parce que lui, pour le coup, il n'était même pas sur le banc. En termes de management, c'est bien joué de la part de Fabien Galtier. Parce que, on savait que Melvin Jaminet vivait pas très bien sa situation, aussi bien en équipe de France qu'à Toulouse, où il est un peu derrière Thomas Ramos. Et puis là, en équipe de France, il avait un rôle un peu ingrat, c'est qu'il restait dans le groupe, mais il n'était jamais sur la feuille. Donc là, il va, comme dit Simon, il va grappiller le moins de temps de jeu. Et puis là, c'est
pas pareil, quand même si là, c'est une forme de promotion. Il passe de la tribune, même s'il va commencer le match en tribune, mais il sera en tenue, il ne sera pas en costume. Donc c'est c'est pas pareil, on n'aborde pas le match de la même façon. Et puis il a montré le week-end dernier avec Toulouse au Racing notamment que là il revenait bien. Parce je ne sais pas s'il avait une baisse de niveau, mais je trouvais qu'il avait... Pas dans sa meilleure forme. Non, mais il avait perdu ce côté, cette fraîcheur, cette insouciance, notamment dans ses prises de balles, qui avait fait sa force, notamment à Perpignan l'an passé. Ah oui, il y a toujours un retour de bâton, mais bon, on sait que quand ces joueurs explosent, quand ces joueurs explosent très vite, très fort, moi ça me rappelle Anthony Boutier. Ils ont toujours un petit retour à la réalité qui est difficile à gérer. Certains en reviennent bien, d'autres un peu moins bien. Moi, je le vois au quotidien. Anthony Boutier, par exemple, voilà, on se souvient que c'était le phénomène d'il y a 3 ans. Tournoi 2020. Tournoi 2020, voilà, 3 ans. Et puis ensuite, il s'est accroché parce qu'il est toujours performant week-end après week-end à Montpellier. Mais ça n'a pas été facile pour lui. Je pense que Melvin Jaminet, il est passé du statut de phénomène à titulaire indiscutable à hors groupe. C'est pas facile à gérer, je pense, humainement. Il devait peut-être se sentir moins bien dans ses baskets. Et ça s'en ressent forcément sur le terrain. Et par rapport à ce que tu disais, Pierrot, sur la prise d'initiative, c'est qu'une question de confiance. Voilà, quand un joueur est confiant, qui marche sur l'eau, que le ballon il rebondit toujours du bon côté, tout sourit, tout réussit, tu tentes tout. Et alors à l'inverse, quand tu commences à être un peu en manque de confiance, t'oses moins, t'es un peu plus, tu loupes quelques plaquages et tout ça, et puis comme ça que le doute s'installe, quoi. Mais c'est sûr que ça va lui faire du bien. Cette Marseillaise là, elle va lui faire du bien. Voilà. On l'espère en tout cas. Voilà. On l'espère. Avant de passer à la dernière partie de cette émission, on va quand même évoquer les Anglais. Parce qu'on n'en a pas encore trop parlé, même si Simon s'en charge en général. Déjà, est-ce qu'on peut regarder la composition ? Oui, alors la composition, la première ligne sera composée d'Ellis Genge, donc à gauche, qui sera capitaine. Première fois de sa carrière pour sa 46e sélection. Talonneur Jamie George, à droite Kyle Sinclair. Deuxième ligne formée par Maro Itoje et Oli Chessom, le jeune joueur de Leicester, dont le portrait est à paraître dans le journal de Midi Olympique de vendredi. En troisième ligne, ça ne bouge pas. La troisième ligne complémentaire formée par Lewis Ludlam, Jack Willis, le Toulousain, et en 8, Alex Dombrandt. Derrière, Jack Van Portvliet. Gros changement au poste de numéro 10. Le coup de poker tenté par Steve Borswick qui a carrément fait sauter Owen Farrell, qui n'est plus dans le 15 de départ. Le capitaine, donc, qui a non seulement été destitué de son capitanat, mais en plus de sa place. Qui laisse donc la place à Marcus Smith, le génie des Harlequins. Aux ailes, on aura Anthony Watson et Max Malins, l'excellent joueur des Saracens. Le centre formait un centre très complémentaire avec le puissant Ollie Lawrence en 12, dont je vous parlais tout à l'heure, et en 13, Henry Slade, une espèce de joueur, un surdoué du rugby, un demi d'ouverture expérimenté, 54 sélections, donc excellent joueur. Et à l'arrière, le nouveau phénomène du rugby anglais, Freddie Stewart. Sur le banc, Jack Walker, Mako Vunipula à gauche, Dan Cole, 98 sélections pour le pilier droit de Leicester. David Ribans, Ben Curry, Alex Mitchell, le jeune demi-de-mêlée des Northampton Saints, Owen Farrell donc, et ensuite Harry Arundel, aussi le numéro 23, un mec à suivre absolument, un autre phénomène des London Irish, un gars avec une pointe de vitesse proprement stratosphérique. Owen Farrell sur le banc. Voilà, Owen Farrell sur le banc. Alors là, ça a été vraiment... la presse anglaise s'en est donné à cœur joie. Ça a été vraiment l'événement de la semaine. Quand on se souvient... Alors maintenant, ce poste de numéro 10 est particulièrement scruté parce que déjà, Owen Farrell fait un début de tournoi vraiment indigne de son niveau international. Déjà, il n'est pas en réussite face aux Perches, donc ça, c'est la partie qu'on voit le plus. Il a fait un 2/6 contre le Pays de Galles. Il en est qu'à 44% de réussite face aux Perches depuis le début du tournoi. C'est un score
proprement des années-lumière des standards du niveau international. Et puis surtout dans le jeu, il pèse pas vraiment dans le jeu. Au final, l'Angleterre est plutôt prévisible et ça fait 3 matchs. Voilà, une défaite contre l'Écosse, une victoire difficile contre l'Italie, une victoire encore plus poussive contre des Gallois qui sont aux abois. Donc voilà, Steve Borthwick a décidé de faire un sacré choix en destituant Owen Farrell qui est son capitaine et en installant Marcus Smith, le génie absolu du poste de demi d'ouverture, titulaire pour affronter les Français. Alors Sean Edwards a donné une interview dans la presse anglaise en disant qu'il s'était préparé avec le scénario Owen Farrell, mais qu'il s'adapterait si c'était Marcus Smith. Bon voilà. Maintenant il va falloir s'adapter parce que je peux vous assurer que ce sont 2 joueurs radicalement différents et ça change vraiment le profil de cette équipe anglaise. Et justement, dans le chat, il y a une question concernant cette équipe anglaise. Quelle sera la tactique des Anglais, relancer comme les Harlequins ou bombarder le fond de terrain comme Leicester? Je vais passer un coup de fil à Steve Borthwick et je vous rappelle. Non, tu rappelleras Fabien alors. L'info. Je vais le dire à la team France. C'est difficile à dire. Moi, depuis ce qu'on a vu sur le début du tournoi, Steve Borthwick jusqu'à ce choix-là. Alors, peut-être que ça va marquer un vrai tournant dans sa politique, mais en tout cas, l'équipe d'Angleterre pratiquait un jeu assez conventionnel, assez traditionnel, voilà, avec Farrell en 10, un puissant centre en 12, pas mal de jeux au pied. Des prises au centre du terrain systématiques avec Ollie Lawrence. Voilà, c'est du basique, quoi. Là, le fait qu'il relance Marcus Smith, je vois pas les Anglais taper des chandelles toute la partie. Même si bien sûr ce jeu au pied sera hyper important avec notamment des ailiers extrêmement rapides, Anthony Watson, Max Malins. C'est des mecs qui sont capables d'aller chasser très haut et très rapidement. Mais je pense que c'est un signal fort quand même quand on voit Steve Borthwick en titularisant un joueur comme Marcus Smith qui est très offensif, qui adore jouer à la main, puis qui est aussi un super buteur. Donc voilà, c'est aussi pour décharger Owen Farrell de cette responsabilité dans laquelle il ne brille pas particulièrement en ce moment. Donc je verrais plutôt un match avec des Anglais qui essaieront plutôt de déplacer le ballon plutôt que de le taper et de presser comme le faisaient les Saracens, comme le font encore les Saracens systématiquement. Alors justement, ce match, comme d'habitude, le pronostic. C'est parti. On sait que ça va être compliqué sur la pelouse de Twickenham. Voilà, parce que déjà, c'est une pelouse où on ne gagne pas. Ouais. La dernière victoire française, c'est 2007 en match de préparation du Mondial, où il y avait comme capitaine Raphaël Ibanez, qui sera présent dans le staff du 15 de France, et il est manager, je crois, c'est son titre. Et dans le tournoi, c'est 2005 avec un récital au pied de Dimitri Ashvili, qui sera aussi au stade, qui commentera pour nos confrères de France Télé en tant que consultant. On gagne vraiment pas souvent en fait, parce que là on a l'impression que 2005-2007 on avait gagné là sur la fin du deuxième mandat de Bernard Laporte, mais avant cela, après, je crois qu'il faut remonter à 97 après pour trouver trace d'une victoire à Twickenham. Donc souvent, voilà. Il y a parfois des matchs serrés, il y a parfois comme en 91 avec l'essai de Philippe Saint-André qui a été longtemps indiqué comme l'essai du siècle. On fait parfois des très bonnes prestations, mais on entend souvent Sweet Chariot et puis non mais c'est souvent pour avoir fait, ou même je sais pas si vous vous rappelez d'un match fou en 2015 aussi pour du temps de Philippe Saint-André, où on fait un match dingue avec Naïka Tassi qui a presque failli oublier de marquer dans l'embut. On avait fait plutôt un bon match, mais au final il y avait 20 points d'écart et on avait pris 50 points, donc on avait marqué 30 si on peut, voilà. Mais pourtant, malgré tout ça, malgré le fait que tout ce que je viens de dire, moi je vois bien les Bleus gagner, parce que je crois que justement c'est une des marques de fabrique de cette équipe, de l'équipe de Fabien Galtier, c'est que même s'ils sont jeunes, ils ont beaucoup de maturité, ils ne paniquent pas dans l'adversité, et quelles que soient les compositions d'équipe, on l'a vu notamment, moi, je trouve très, très marquant la tournée en Australie en 2021, où sur les 3 matchs on est dans le match, on gagne en Australie, ce qu'on n'avait pas fait depuis Mathusalem, avec une équipe énormément remaniée, et quand on a le 15 Premium, en fait, voilà, c'est des ultra compétiteurs, et
voilà, je crois que l'équipe de France est un peu à la recherche d'un match référence dans ce tournoi des destinations. Ils en ont fait un examen de passage. On a titré, nous, en une du journal de vendredi, contrôle d'anglais. Et allez, je vois une victoire 27-15 pour les Français. Je t'en ai laissé du temps pour faire ton prono. Je Pendant suis pas tout ce loin, temps-là, en il plus. réfléchissait à ce qu'il est. Ah non, le Moi, 27-15, je l'avais. Moi, en tout cas, ça m'a début. filé le temps pour. Je voulais argumenter réfléchir. voilà. Très bien. En tout cas, il y en a qui ont des pronostics très très précis. Ouais. Dans le chat, je vois... Alors attendez, il faut que je le retrouve parce que maintenant, ils sont bavards. Victoire française d'un point avec une pénalité de 60 mètres de Jaminet à la fin. Ça, c'est des parieurs, ça. Ouais. Ça, c'est Ça, des mecs qui vont. ça sent les connaisseurs. Qui vont mettre 30 € sur pénalité de Jaminet. Ouais. Ouais, c'est possible. Moi, je rejoins totalement ce que dit ce que Pirlo sur ce qu'il dit. C'est vraiment cette génération, elle est épatante, elle est capable de gagner n'importe où, dans n'importe quel contexte, même si voilà, peut-être que elle est à peine moins impressionnante qu'en 2022. Mais sur les dynamiques, bon, même si j'ai quand même du mal à voir cette équipe d'Angleterre perdre, je pense qu'au bras de fer, on peut quand même l'emporter parce qu'on a quand même des sacrés talents dans cette équipe, même s'il y en a aussi en face. Bref, c'est pas facile, vous l'aurez compris. Moi, je dirais 15 victoire des Bleus, 15-20 ou 18-20, un truc comme ça. Ok. 18 pour l'Angleterre, 20 pour les Bleus ou 15-20, un truc. Voilà. Bon, mais on note tout ça On et note on tout reviendra. ça. Et on verra si on est ridicule ou pas. Voilà, c'est ça. Bon, c'est De toute pas- façon, moi, c'est le jeu, j'ai c'est le plus jeu peur des d'être ridicule. pronostics. Je vous avais prédit lors des émissions la renaissance du Pays de Galles. Ah oui. Donc là, si vous voulez, Bon, toi, t'es foutu. là, je suis, Donc, comme voilà, ça, moi, c'est je suis réglé. mort, c'est terminé, voilà. Parce que j'avais vu les Ospreys jouer super bien en Coupe d'Europe contre Montpellier. Je m'étais dit, tiens, Tu t'es emballé. qu'est-ce qu'ils allaient pas nous faire avec Gatland? Non, mais pas du tout en fait. Les Gallois qui joueront une possible cuillère de bois en Italie. Ouais. Voilà, en Exactement. Italie-Galles, match samedi après-midi qui va valoir des points. Alors avant de clôturer cette émission, Pierre Laurent a commencé à en parler tout à l'heure. On va vous montrer la une du journal de vendredi. Contrôle d'anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer, Pierre-Lo, pourquoi contrôle d'anglais? Pourquoi contrôle d'anglais? Parce qu'on est à la période des lycéens ou les étudiants, c'est la période des partiels, des examens, des bacs blancs, même des brevets blancs pour les collégiens. Et puis on a l'impression, nous aussi, que l'équipe de France passe un examen de passage, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, le jeu de mots contrôle d'anglais était assez facile. Voilà, et la photo choisie de Jonathan Danty, parce que même si Dorian Aldeguerri et François Cros font le retour, c'est quand même la vraie info du 15 de départ. Le retour de Jonathan Danty. Jonathan et pas Jonathan, il ne faut pas que je le prononce à l'anglaise, pardon. T'as vu, je t'ai rien dit. Non. Je sais pas si tu l'as vu dans mon regard, mais... Jonathan Hart, ça rappelle des bons Merci à tous les deux, merci à Laurent. tous de nous avoir suivis. C'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve, si je me trompe pas, juste après le crunch, donc samedi à 20h. Et ensuite, vous aurez rendez-vous... Pour la troisième mi-temps, il faut donner. Pour la troisième sûr. mi-temps, oui, exactement. Et Avec ensuite, ce vous, sera Démol et internautes. débat. Démol et débat dimanche dans l'après-midi. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.